Chers amis, bienvenue donc au nom de la jeune Fédération des auteurs, compositeurs, interprètes réunis pour inaugurer ces premiers états généreux de la musique. Pourquoi Fakir? Eh bien parce que les musiciens dans ce pays ont souvent mangé des clous, avalé des couleuvres, marché sur les lames des rasoirs et peut-être pourrons-nous ce soir ensemble, en lévitation collective, faire un nouveau numéro de fakirisme, apprendre à nous parler entre toutes les tribus multiples de la musique et peut-être même arriver à nous organiser entre tous nos secteurs professionnels. Voici donc les quelques questions qui traverseront les 6 forums auxquels vous allez assister. Premièrement, la Belgique est depuis longtemps un petit pays culturellement colonisé qui importe 95% de ses livres, de ses films et de ses disques. Comment arriver à développer un marché intérieur? Car si nous rêvons tous de jouer dans le monde entier, il est aussi important de pouvoir vivre et travailler au pays. Deuxièmement, une bonne partie de nos créations culturelles et de notre patrimoine sont complètement évacuées des antennes radio et télé. Comment faire en sorte que ces musiques soient mieux diffusées, que la pluralité, la diversité, la richesse de notre vie musicale puissent être représentées sur nos antennes? Troisièmement, le marché du disque connaît une crise mondiale. En 10 ans, il a perdu à peu près la moitié de son chiffre d'affaires. En même temps, sur Internet, se sont développés à la fois des nouveaux secteurs marchands, les ventes en ligne, mais aussi de nouveaux espaces d'expression où la musique circule pratiquement gratuitement. Comment allons-nous faire face à cette révolution technologique? Jusque-là, ça va, je tiens le bon bout. Quatrièmement, les politiques d'austérité au niveau européen pénalisent doublement la musique. D'une part, directement par la diminution des subsides alloués à la culture et indirectement par la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Il y a moins d'argent pour sortir, moins d'argent pour acheter des produits culturels. Cinquièmement, le statut d'intermittent du spectacle, qui chez nous est plutôt un statut que, mais enfin soit, acquis de haute lutte par nos aînés, et aujourd'hui systématiquement remis en cause de changement de loi en changement de réglementation, et se transforme de plus souvent en une véritable chasse aux chômeurs. Comment arriver à défendre nos droits sociaux? Et enfin, à toutes ces crises-là, s'en ajoute une autre qui est très belgo-belge. Vous le savez, on en parle de plus en plus souvent, l'autonomisation croissante de la Flandre met en danger l'existence même de l'État belge. Si Bruxelles et la Wallonie devaient demain s'inventer un destin nouveau, je pense que les artistes auront un rôle fondamental à jouer dans la construction d'un imaginaire collectif. On ne construira pas une nation sur un vide culturel. Or, pourtant, quand on examine les chiffres, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Le syndicat national de l'édition phonographique, j'ai bien dit phonographique, français, le SNEP, dans son édition Économie mondiale 2012, analyse un chiffre très intéressant, qui est le poids des répertoires locaux dans chacun des pays nationaux. Ce pourcentage est de 93% aux États-Unis, de 92% au Japon, ce qui signifie que ce sont pratiquement des marchés fermés. Il est de 59% en France, il est de 54% en Italie, il est de 51% au Royaume-Uni, il est de 47% en Espagne et en Suède. D'après nos estimations et les différentes sources, en Flandre, il est encore entre 22 et 28%. En Wallonie, il est entre 4 et 5%. Ce qui signifie que nous écoutons 20 fois moins nos artistes que les Américains, 10 fois moins que les Espagnols et les Suédois, et 6 fois moins que les Belges de Flandre. Et voilà pourquoi votre fille est muette. Voici un autre indicateur qui est le top 20 sur ces 5 dernières années.
le top 20 des albums vendus chez nous. En Flandre, dans ce top 20, il y a 38 artistes flamands et 19% de production autochtone, donc des disques qui ont été enregistrés par des firmes belges. Dans la partie wallonne du pays, 96% de ces disques sont distribués par les 3 grandes multinationales mondiales qui aujourd'hui contrôlent le marché du disque. Et il y a 8 artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. D'un côté, il y a, me semble-t-il, l'existence d'un véritable marché et le dynamisme de la scène flamande. De l'autre côté, il y a la situation que nous connaissons. C'est toute la différence, me semble-t-il, entre une nation qui émerge et un pays qui s'évapore. Alors on me dira peut-être, oui, mais le marché français, la France, peut-être. Mais chez nos amis québécois, les amis, ce pays cousin du nôtre, il y a 60 artistes québécois dans le même classement. Alors, moi, à la lecture et à l'audition de ces chiffres, si j'étais un responsable culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je me serais déjà depuis longtemps jeté par la fenêtre comme un banquier en 1929. Eh bien, pas du tout. Pendant que l'orchestre joue, tout le monde se congratule sur le pont du Titanic et dans les couloirs du Botanique, comme des supporters des Diables Rouges dans un avion pour le Brésil. Hurrah! The Voice Belgique a fait 25% de part de marché. Et voilà le karaoké géant dans des malls, devenu la principale vitrine culturelle de la télévision du service public. Hurrah! Le festival des Nuits Botta a programmé une nuit belge électropop en 21 jours de programmation. Mais les amis, imagine-t-on une seule fois dans un autre pays du monde, en Irlande ou au Guatemala, un festival national de 3 semaines, organiser une nuit irlandaise, une nuit guatémalaise. Mais ça ferait rire tout le monde. Chez nous, non. C'est normal. Et voilà pourquoi nos enfants sont aveugles. Mais les amis, rien ne nous condamne à être sourds, muets et aveugles, si ce n'est notre propre indifférence à nous-mêmes. Rien ne nous condamne à vivre en exil dans notre propre pays, si ce n'est notre incapacité à faire entendre nos voix multiples. Rien ne nous oblige à subir cette situation. Toutefois, ce que notre indifférence collective a laissé faire pendant des années, notre volonté et notre intelligence collective peuvent aussi le changer demain. C'est le sens de ces états généreux. Seuls, nous ne sommes rien, mais ensemble, si nous le voulons, je pense que nous pouvons tout. Alors, l'histoire dira si cette première soirée, dans ce pays qui est né autour d'une chanson qui s'appelait La Muette, ça ne s'invente pas, l'histoire dira s'il ne s'agissait qu'un feu de paille, ou si c'est, au contraire, le début d'une insurrection poétique et civique que nous appelons dans les cœurs et dans les esprits. On verra bien. En tout cas, puisque vous êtes là ce soir, vous pourrez dire « Moi, j'y étais ». Et nous commençons tout de suite la soirée par un premier forum qui est plutôt un large tour d'horizon entre les styles. Monsieur Michel, lancez-nous le tempo. Bonsoir à tous. Je m'appelle Pascal Charpentier. On m'a demandé de venir ici pour représenter les musiques de scène. Alors, les musiques de scène, c'est très varié. Donc, je suis compositeur. Je fais des musiques pour le théâtre, pour le cinéma, pour l'opéra et tout ça. Ça va être un peu difficile de parler après Claude, parce que Claude a déjà un peu résumé beaucoup de choses qu'on va dire ce soir.
Mais je voudrais juste vous demander quelque chose. Vous qui êtes venus ce soir, j'aimerais que quand vous partez d'ici, vous dites à ceux qui ne sont pas venus qu'ils n'ont rien compris. La première chose. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Évidemment, il y a des gens qui ont du boulot dans nos métiers, il y en a qui en ont moins, il y en a qui n'en ont pas du tout, mais est-ce qu'ils sont moins créateurs pour ça? Est-ce qu'ils ont moins de droits parce qu'ils n'arrivent pas à s'insérer dans cette société qui nous harcèle en permanence? J'en prends pour exemple, je travaille évidemment beaucoup avec les comédiens. Les comédiens sont aussi à l'origine du fakir, il me semble, et il y a beaucoup de liens entre eux. Il y a en ce moment un harcèlement permanent sur le statut d'artiste, que ce soit les comédiens, les musiciens, les plasticiens, les techniciens de scène, enfin tous les gens liés au spectacle. J'ai été moi-même victime de ça. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de dates de spectacle. J'ai été proposé le renouvellement de mon statut à l'ONEM qui m'a été refusé. J'avais 160 dates, il en faut 3, bon tant pis, c'est pas grave. J'en veux pour preuve l'absurdité donc de ces contrôles ONEM. L'absurdité, la bêtise évidente de beaucoup de nos médias, pas tous, parce qu'ici, il y a dans la salle certains responsables de médias qui font des émissions que je trouve très intéressantes. Mais enfin, en général, quand même, il faut bien se rendre compte que les services publics s'alignent de plus en plus sur les télévisions privées de bas de gamme et je ne vois plus vraiment quel rôle ils jouent dans le développement de nos cultures, enfin en tout cas de nos médias. Parce que je trouve que la culture est... Enfin, si on vit dans une société où on se rend compte... où on ne donne pas l'importance démocratique à la culture, je ne vois pas où on va. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Je voudrais qu'on comprenne l'utilité sanitaire de nos métiers. Comment on peut dire? Nous sommes les antidépresseurs de ce monde, je trouve. Il faudrait que... je sais pas, j'ai toujours pensé que les places de spectacle devaient être remboursées en partie par la mutuelle, mais enfin, ça n'arrivera jamais. Enfin, après, certains d'autres diront oui, il y a les subsides. Alors là, c'est un long débat, on va en parler des subsides. Bientôt, il n'y en aura plus de toute façon, donc ça sera bien réglé cette histoire. Franchement, je voudrais terminer en disant que ça m'ennuie beaucoup d'être là ce soir. Ça m'emmerde vraiment. J'aurais préféré emmener ma blonde manger des nachos, mais j'ai pas le choix. Nous n'avons pas le choix, alors faites passer le message. Merci tous. Alors, bonsoir tout le monde, donc je suis Guillaume Ledan ici pour parler du jeune public. Alors j'ai débarqué dans le jeune public il y a 2 ans, donc je ne connaissais pas ce milieu, donc je suis un petit jeune on va dire là-dedans, je découvre un petit peu les rouages, comment s'insérer dans le milieu et bien sûr il y a 2 ans on décide de postuler à différentes commissions pour obtenir des subsides pour faire un album, vous connaissez le système des tournées à Révis, chansons à l'école, etc. Et donc je découvre il y a 2 ans que pour pouvoir accéder aux tournées à Révis avec un programme jeune public, alors que mon projet adulte au départ est déjà reconnu aux tournées à Révis, il faut passer absolument par la case chansons à l'école. Donc voilà. Donc on postule évidemment d'abord à chansons à l'école, donc on passe par ces papiers-là, etc. que vous connaissez. Et puis, en participant à ces sélections de chansons à l'école, on s'est retrouvé devant des situations, des problématiques, à savoir qu'attendent en fait les jurys de sélection de chansons à l'école, du pédagogique, de l'artistique, des deux. Voilà. Et alors ici, j'avais noté quelques idées. Donc moi, l'impression que j'ai eue, mais ça ne concerne que moi et les gens donc, du groupe Dérange ta chambre, on ne va pas faire une généralité. On a eu l'impression que le volet pédagogique était plus important forcément dans Chansons à l'école que dans le cas des tournées à Révis. Et donc, on entend ça, donc on voit un souci à porter là-dessus. Et paradoxalement, j'entends autour de moi beaucoup d'enseignants me dire on ne trouve rien à diffuser aux enfants. On ne trouve pas de texte à travailler, et ils travaillent toujours les mêmes textes, Maurice Carême, etc. Enfin, tout ce que moi j'ai appris quand j'étais petit. Donc voilà. Donc ils me disent ça, ils me disent oui, souvent c'est trop moralisateur, trop ringard, trop ceci, trop cela. Or, Chansons à l'école fait un travail formidable, je dirais, de sélection des artistes pour avoir un volet pédagogique assez intéressant. Et donc j'ai remarqué que ces instituteurs, ces pédagogues ne connaissent tout simplement pas le milieu jeune public. Et il n'y a pas que eux, il y a aussi les médias, la presse. Alors, ce n'est pas pour parler de moi absolument, mais je connais évidemment que mon expérience, mais je pense que mon expérience a été partagée par d'autres artistes jeunes publics et pas uniquement jeunes publics. Eh bien, on a eu un soutien, mais j'irai donc finalement, je n'ai pas trop à me plaindre parce que notre projet fonctionne très bien, parce qu'on a eu un soutien inconditionnel de je dirais 90% des médias belges, télévision, radio, presse écrite,
donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas été soutenu. On a un soutien du public, le public nous suit, un soutien des salles de spectacle, des festivals, etc., des gens qui nous programment dans des super festivals. Et pourtant, la communauté française a toujours trouvé qu'on n'a pas eu un centime de subside. Et donc là, je me dis, il y a quand même, je voudrais comprendre pourquoi, et je me dis peut-être que le Fakir pourrait à un moment donné ouvrir le débat à ce sujet-là. Comment se fait-il que, d'un côté, on a des programmateurs, des journalistes, des médias qui soutiennent un projet, et d'un autre côté, une communauté française, enfin donc notre État, payé avec nos impôts, c'est quand même nous qui les payons, qui refuse d'octroyer des subsides à ce genre de projet. Et il y en a plein. Je ne suis pas le seul. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais dire simplement. Et donc, je pense que le problème du jeune public, c'est tout simplement la diffusion. Un tas de gens, il y a des gens formidables qui existent en Belgique dans le jeune public, mais ils ne sont pas connus, sans doute, à leur juste valeur. Mais je crois que c'est pour beaucoup de domaines comme ça. Voilà, je vous remercie. Alors, donc je vais essayer de respecter la consigne, de faire maximum 2 minutes. Donc, moi, je vais essayer de parler de l'état du jazz d'aujourd'hui, mais je vais faire un petit rewind par rapport à quand moi j'ai commencé, c'est-à-dire fin des années 70, début des années 80, pour juste resituer comment ça se passait à l'époque et l'état du jazz. Je parle de la communauté française. Donc notre génération, quand on a débarqué dans ces années-là, on venait à la suite de toute une génération prestigieuse de noms que tout le monde connaît ici, Steve Houbend, Richard Rousselet, Jean-Louis Rassinfosse, Castellucci, etc. Et donc en fait le marché, si je peux parler comme ça, du jazz était très restreint, très limité. Il y avait une trentaine, quarantaine de musiciens qui à l'époque tournaient partout, faisaient les studios, enregistraient les disques, etc. Et nous, on est venus à la suite de ça, donc sur un terrain qui était quand même assez vierge. On a profité notamment, je parle d'une certaine école liégeoise qui a marqué le jazz en Belgique, en communauté française. On a profité de l'ouverture du conservatoire de Liège, qui était dirigé par un grand homme qui s'appelle Henri Pousseur, qui a ouvert les portes du Temple et qui nous a permis de participer au premier séminaire de jazz, aux classes d'improvisation. Monsieur Gareth List est présent ici, etc. Donc il y a eu toute une nouvelle génération de jeunes jazzmen dont je faisais partie à l'époque et qui a pu jouer beaucoup dans des clubs, dans des salles, dans des festivals. Il y avait énormément de lieux quand même disponibles à ce moment-là. Liège était par exemple une ville où entre la nuit et le jour, parfois on ne faisait pas la différence. Et donc petit à petit, cette situation a changé pour, d'après moi, différentes raisons. D'abord, il y a eu l'éclosion de toutes les écoles de jazz, des conservatoires. On peut dire que c'est une bonne chose pour l'apprentissage, mais on s'est retrouvé avec un monde sur le marché du jazz en Belgique et à l'étranger énorme. Pour preuve, pour certains qui peuvent participer à des marchés du jazz comme à Bremen. La première fois que j'ai été là, parce que vous croyez qu'il n'y a que les Belges, et puis vous arrivez là, il y a les Polonais, les Hongrois, les Suédois, les Norvégiens, les Coréens, les Brésiliens, les Chinois, les Japonais, et vous vous rendez compte que tout d'un coup, la mondialisation se fait aussi au niveau du jazz, et qu'on est submergé par une offre que les organisateurs et les lieux ne peuvent pas assumer, si ce n'est qu'en bradant notamment les salaires. Donc je vais terminer là-dessus, sur ces points-là. Les salaires des années 80 ou les salaires de maintenant sont moindres pour des musiciens qui sont ici présents, qui sont quand même d'une certaine réputation et qui ont fait un grand parcours. Et donc, et les lieux ont de plus en plus de lieux ont disparu, et il y a une nouvelle émergence de petits lieux qui propose à tous ces musiciens qui parfois ont déjà 50 ans, 55 ans, sont pères de famille, etc., un cachet autour de 50 €. Et donc, je pense que c'est une réalité que tout le monde connaît ici. Donc moi, la question que je pose comme débat, pas aujourd'hui, mais c'est de voir comment on peut faire le lien entre cette explosion d'enseignement, qui peut être une bonne chose, et comment on peut résorber, assimiler tous ces nouveaux talents. Et ça vaut pour le théâtre, ça vaut pour la danse, ça vaut pour toutes les disciplines. Je vais terminer par une petite anecdote. Non, j'ai plus le temps. Merci, à bientôt. Bonsoir, moi je suis censé parler du rock en fait, voilà. Je m'appelle Clément.
Je vais juste livrer deux petites anecdotes en fait, que je trouve révélatrices. Voilà, alors la première, c'est l'année dernière, on sort un deuxième disque avec Joy the Toy, qui est le groupe dans lequel je joue. Et on est programmé au festival Propulse, qui est une espèce de showcase, donc qui invite des programmateurs pour permettre au spectacle de se vendre. Et donc c'est une super nouvelle, c'est chouette. Je téléphone à plein de programmateurs, en fait. J'en ai une vingtaine au bout du fil, il y en a une quinzaine qui me répondent, oui, on sera là, on va venir vous voir. Et le soir même, il y a un programmateur qui était dans la salle, qui était une amie à moi. Donc ça, c'est une première anecdote. Je ne l'analyserai pas, je trouve que c'est inutile. Deuxième anecdote, la même année, on joue aux Nuits Botaniques. On nous appelle la veille pour jouer en première partie de Charlotte Gainsbourg. Quoi ? Oui, c'est ça. On était le groupe belge en première partie de Charlotte Gainsbourg. Et c'était très chouette aussi de jouer devant plein de gens au Cirque Royal dans des bonnes conditions sonores. Mais il y avait un petit problème, c'est que le cachet était de 300 €. Alors c'est un point négatif et un point positif en même temps, parce qu'en fait c'est 2 fois plus que ce que les premières parties sont payées en général au Botanique, au Trix, à la Baie, au VK. Les groupes sont payés 150 € en général en première partie. Voilà, pour tout le groupe, oui, voilà, c'est ça. Donc on peut que travailler illégalement avec un cachet comme ça. En fait. Donc ces institutions culturelles nous obligent à travailler dans l'illégalité finalement. Et puis bon, bah voilà, c'est rien. Il y a un point positif quand même dans cette soirée. Un autre point positif, c'est qu'on a réussi à voler 3 bouteilles de whisky single malt dans la réserve du Cirque Royal. Et donc c'était quand même une chouette occasion de jouer et de boire du bon whisky. Voilà. Merci le Botanique. Bonsoir, je suis Human. Voilà. Donc je viens du rap et puis j'ai fait du reggae, j'évolue vers la chanson française, ça c'est pour ce que je fais. Et à travers le rap, j'ai pas mal fait l'expérience de la communauté française qui porte un nom imprononçable aujourd'hui. Et j'ai pas une très grande expérience positive avec l'art subsidié en général, qui pour moi tourne souvent à la Libye. Politico, socialo, culturel, enfin bref, on est toujours dans la gestion de ce qui se passe dans nos rues plutôt que d'essayer de faire de la création. Par contre, je viens du rap et donc je me souviens bien qu'en France, le gouvernement de M. Mitterrand avait installé un truc qui s'appelle les quotas, avec l'exception culturelle, et que du coup Skyrock est devenu premier sur le rap. Et Skyrock premier sur le rap, ça veut dire que Virgin a inventé un label qui s'appelait De Label et qui ne produisait plus que du rap français. Ça veut dire que les radios françaises étaient obligées de diffuser de la musique faite en français. Et ça a sauvé la musique de langue française sur le territoire français. Parce que vous connaissez IAM, vous connaissez NTM, vous connaissez Booba. Ça a sauvé, et même en Belgique. Parce qu'en Belgique, le rap français a une vie commerciale. Le rap belge n'a pas de vie commerciale en Belgique. Le rap belge en Belgique, il sert à nos politiciens à dire qu'ils font de l'intégration. Voilà. Et je n'ai rien contre l'intégration. Mais vraiment, je n'ai rien contre l'intégration. Par contre, je pense qu'il ne faut pas mélanger les pinceaux à l'huile et les pinceaux à l'acrylique. Voilà. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que sinon, je vais m'étendre sur ma vie. Merci de m'avoir écouté. Et voilà. Bonsoir tout le monde. Ce que j'avais espéré, c'est un guéridon, un truc, un pied de micro. Et alors, on m'avait demandé, en fait, c'est la première fois de ma vie que je représente quelqu'un d'autre que moi, et encore par intermittence. Le blues belge n'existe pas, donc je ne vais pas m'éterniser non plus. Et on m'avait dit, en plus, tu es à moitié flamand et à moitié wallon, enfin francophone, et donc ce serait bien de représenter le point de vue de gens, enfin bon bref. Et après l'exposé de Claude, je me suis dit que j'allais peut-être devenir entièrement flamand, puisque là-bas, il y a plus dans le top 20 et tout ça. Mais bon, je vais encore réfléchir une nuit là-dessus.
Je vais rentrer moins con que... Voilà. Et alors, parce que je peux imiter brillamment la ministre de la Culture flamande, qui s'appelle Joke Schouwelier, et qui a la fâcheuse habitude de massacrer les noms des artistes en public. Donc je me disais, je vais m'adresser à notre ministre de la Culture, là, cher Falbala. J'aime... Comme si j'étais... l'autre ministre, mais dans l'autre... Enfin, tu comprends? Voilà. Waar de Falbala, virgule. Ce que j'aurais aimé qu'on fasse dans ton ministère, c'est un inventaire des gens qui vivent indirectement de la musique. Je ne vais pas demander à ces gens-là de vivre comme des artistes, mais peut-être de considérer notre condition avec un peu plus de bienveillance que la plupart du temps. Bon, deuxième truc, j'ai que 2 minutes. Pourquoi est-ce que le tax shelter, c'est que pour inviter des acteurs vedettes français pendant que des Belges leur servent une chimée bleue et disparaissent du champ de la caméra, et que des gens remboursent leurs impôts de cette manière? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, est-ce que des riches mécènes ne pourraient pas dépenser leur pognon dans ma carrière qui commence à ressembler à un gouffre, ou à blanchir leur argent noir légalement, en contribuant à la prospérité de mes collègues qui en ont besoin pour la plupart? Voilà. Troisième machin, à propos de la radio, c'est un truc que je n'ai pas, donc je ne connais pas bien l'objet, c'est un iPod. Vous voyez ce que c'est un iPod? C'est un truc qui a plein de musique à l'intérieur, plus qu'on a l'impression qu'on peut en mettre dedans. Mais ce qui me fascine dans la radio, depuis que je sais que ça s'appelle comme ça, c'est qu'on ne sait pas ce qui va venir après. Tu vois? Alors que dans l'iPod, tu le sais parce que tu l'as mis toi-même à l'intérieur. Même si tu t'imagines pas qu'on peut mettre tout ça, toute la musique que tu aimes dans le truc, tu vois, il y en a... Bon. Tandis qu'à la radio, voilà. Et alors, quand je pars en vacances, loin dans le sud, ou alors, si c'est... Enfin bref... la radio, je me dis, mon Dieu, j'ai découvert des trucs, des chanteurs poitevins, bretons, enfin, ça ne vaut pas forcément dire que j'ai envie de ramener le disque à la maison, mais enfin, je les ai entendus pour une fois dans ma vie, et peut-être je les entendrai plus jamais, et des fois je me dis, putain, qu'est-ce qui c'est mauvais ce truc-là, ou bien c'est formidable, mais comment il s'appelle encore, donne-moi le truc pour écrire. Enfin bref, voilà, donc, mais c'est ça la radio, et ici la radio, je sais ce qu'elle va passer, tu sais, de plus en plus, je sais qu'elle... C'est fou, non? Je vais acheter un iPod, je crois. Et... Oui, bah c'est fini. Voilà, je voulais juste dire une phrase. Si j'ai une information et que je te donne une information, est-ce que j'ai perdu quelque chose? Bonsoir, je vais essayer d'être concise, c'est pour ça que je vais lire plutôt. Donc je suis accordéoniste de la world de la chanson française en passant par le rock et les musiques improvisées. Je suis française de Bretagne, ou bretonne de France, je ne sais pas encore. Je me suis installée en Belgique il y a 3 ans. Et à mon arrivée, plusieurs choses m'ont frappée, notamment le montant dérisoire que l'on propose aux musiciens pour leurs prestations. Alors dans les petits lieux, style Cafcons, la moyenne est de 50 €, on l'a dit, soit 4 fois moins qu'en France. Et dans les festivals ou les salles de concert, c'est pas mieux. Le montant est 4 à 10 fois moins, voire 20 fois moins élevé. Quand même. Il y a donc pour les artistes belges une vraie problématique de rémunération, de survie. Comment dans ces conditions obtenir un salaire? Comment générer une solidarité interprofessionnelle si nous ne pouvons cotiser aux différentes caisses? Comment générer une économie si les acteurs principaux sont sous-payés? Comment vivre d'art et d'eau fraîche? Et encore, je ne parle pas des RPI, revenus des petites indemnités ou revenus pour les incrédules. C'est une espèce de blague déguisée, massivement utilisée par des structures subventionnées. Les RPI est la porte ouverte à l'exploitation des salariés d'un secteur et une dévalorisation sociale de l'artiste. C'est une sorte d'aumône à ces pauvres artistes, qu'il ne reste plus que les revenus du chômage pour survivre. Et l'on comprend d'autant mieux la vision de l'artiste considéré comme parasite vivant au crochet de l'ONEM. Dans le même temps, un point positif, la force des artistes belges réside dans une certaine indépendance
qui leur permet de créer de la musique moins domestiquée que dans certains pays voisins. Les lieux underground, alternatifs, peuvent programmer des musiques très pointues, et le succès et la notoriété de ces lieux témoignent de l'intérêt du public et de la qualité des artistes. Et ça, c'est plutôt rassurant. Cette ouverture, cet avant-gardisme met en relief la multiculturalité, la diversité des styles et leur métissage. Il y a un public sensible, attentif et curieux. Il existe un vrai terreau artistique belge qui devrait être davantage encouragé par une politique culturelle de développement local, soucieux également du bien-être des artistes. D'ailleurs, la taille du territoire et l'accessibilité des acteurs culturels et politiques permettent une réelle proximité qui rend les choses réalisables. Et ça, c'est une chance. La Belgique, carrefour culturel, est aussi au cœur de l'Europe, ce qui lui donne un rayonnement bien plus important qu'on ne l'imagine. Il ne reste plus qu'à fédérer toutes ces forces créatives afin de proposer une alternative, et ceci de toute urgence. Merci. Bonsoir, donc je suis Nicolas Hauser, je suis venu pour intervenir au nom des musiques du monde. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, simplement un constat que c'est les musiques du monde sont devenues vraiment réellement importantes, et aussi dans notre pays, ne fût-ce que par la diversité culturelle, on s'en rend bien compte à Bruxelles. Ce qui me paraît important, à propos de quoi il me paraît important de vous interpeller, c'est au niveau peut-être de développement de la transmission de ces musiques du monde aujourd'hui. On est vraiment en mesure de réaliser des écoles, des instituts, des stages de musique du monde en Wallonie ou à Bruxelles. Et pourtant, c'est encore très précaire. Il y a quelques organisations qui essaient de créer vraiment des écoles depuis plus de 10 ans ou des stages depuis bien plus longtemps. Et ça reste dans une situation absolument précaire. Pourtant, cette musique pourrait rentrer vraiment dans les écoles. Je pense que l'enseignement, même si on ne devient pas tous un jour des professionnels, il est important de pouvoir pratiquer de la musique. Ça, je pense que c'est un message universel qui circule depuis longtemps. Et au moins, si nous ne devions pas devenir tous des professionnels, que le secteur se professionnalise serait pour moi une nécessité. Il faut qu'on y croie. Je veux dire, du point de vue de la Belgique, on a effectivement, comme vient de le souligner notre ami bretonne, on a un potentiel qui est peut-être souvent sous-estimé. Et aujourd'hui, il y a encore l'Europe des cultures est vraiment encore à construire. Donc je pense que s'il faut interpeller les voisins et construire quelque chose de plus grand en termes de réseau de transmission, eh bien, on peut peut-être encore s'y mettre et avoir un rôle à jouer. Voilà, merci. Donc bonsoir, moi c'est Yvan Tirtiot, j'interviens pour la chanson française. Je vais lire, comme ça me cadre, j'ai écrit un truc, ça ira plus vite. Alors, souvent quand dans un endroit un peu branché, on me demande quel genre de musique je joue, il m'arrive d'être un peu gêné, je me mets à bafouiller, craignant qu'on associe ma musique à celle de Patrick Fiori. Bon, après je plaide un peu pour ma cause et sans trop me justifier, je fais étalage de références plus honorables. Je cite Gainsbourg ou Dutronc. Puis on me demande, mais quoi, tu chantes en français ? Là, je réponds franco, ben oui, je fais de la chanson française, enfin belge, ou plutôt francophone. Et toi ? Mon interlocuteur peine à dissimuler une furtive mine de dégoût et me sort un peu au teint qu'il surfe entre l'americana médiéval urbain et le post-shoegaze contemplatif. À mon tour, je suis tenté de lui balancer un qualificatif un peu plus hype pour décrire ma musique, de lui dire qu'en fait, elle lorgne plutôt vers le néo-cabaret ou le slam mélodique. Mais je me ravise et me console en me rappelant que la chanson existe au moins depuis la roue, la langue française depuis le Moyen-Âge, et que la chanson existera toujours. Le français, par contre. Mais la chanson francophone souffre d'une image poussiéreuse en Belgique. Et ce n'est certainement pas de la faute des artistes, ni du public, mais bien de celle des médias et des institutions. Contrairement à la France, la chanson francophone de Belgique n'est absolument pas représentée dans sa diversité, ni promue, ni mise en valeur dans les médias. La langue française est absente de la plupart des festivals, à part l'une ou l'autre exception. Et la grande majorité des artistes francophones qui passent à la radio en Belgique sont français. Les jeunes chanteurs belges ne se posent même plus la question de chanter dans leur langue maternelle,
et se tourne plus ou moins naturellement vers l'anglais. Le terme chanson est d'ailleurs banni des sites de la FWB, et sur la toute récente Web TV sont représentés les styles suivants en anglais: urban, électro, rock, pop, jazz, classic, world. Pas la chanson. Idem sur la playlist du site Wallonie-Bruxelles Musique. J'ai cherché où étaient rangés les chanteurs francophones. Je les ai trouvés sous l'onglet La musique autrement, à côté des onglets rock, électro. On fait de la musique autrement, en fait. Alors, sans vouloir critiquer les initiatives, etc., modernes, machin, c'est précisément ce genre d'oubli qui contribue à ringardiser la chanson, l'évincer de notre patrimoine, alors que le public lambda n'a aucun problème avec cette appellation. Et en parlant de patrimoine, je voudrais rappeler, il est né où, Jacques Brel, et il fait quoi? Du rock belge. Merci. Je vais devoir couper court à vos applaudissements parce que le temps est compté, donc je ne veux pas dépasser le temps imparti. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Maki, j'ai un projet qui s'appelle Makizar, et donc on a été confronté au fait de défendre son projet, que ce soit en radio, que ce soit au niveau de la promotion, que ce soit au travers des festivals. Et on s'est retrouvé très vite dans ce rapport de force qui est celui de l'indépendant face à des grosses structures, et donc on revient un peu... voilà, au pot de terre contre le pot de fer, et c'est quand même assez dramatique vu que à l'heure du téléchargement, la seule possibilité pour un artiste de faire valoir son projet, de le faire défendre, c'est en faisant des scènes, mais si on ne fait pas de scènes, ça devient vraiment difficile. Et pour boucler la boucle, le flou qu'il y a pour l'instant au niveau juridique sur le statut de l'artiste, ça fait que voilà, les choses se réduisent, et j'ai l'impression que d'ici peu, pouvoir s'exprimer va devenir un luxe. Donc voilà. Alors je vais faire un petit texte parce qu'il me reste, j'ai compté 45 secondes. Le texte, ça s'appelle Sous tension, je pense que c'est de circonstance. Donc, besoin d'aboyer pour se faire entendre. Après avoir pris des coups, c'est l'heure de les rendre. Ça veut dire fais attention, la horde, elle cogne, elle grogne. En bref, elle réclame ton attention. Est-ce que tu sens la tension parcourir ton épiderme? La tension sordide liée à des statuts très précaires? Les moments sous tension, les mots doux sous tension. Sous la pluie, nous dansons. Sous un parapluie, nous pensons. Est-ce que tu sens les gouttes de rage, le dégoût qui en découle et les coups de coude de la foule? La tension dans ce monde de barge, c'est hiberner ou combattre. C'est hiberner ou combattre. Philippe Tasquin, artiste émergent. Il y a bien longtemps déjà, au XXe siècle, à l'issue d'une de mes sporadiques apparitions scéniques dans un festival, un journaliste français me lançait cet avertissement. « Vous, monsieur, votre problème, c'est que vous ne ressemblez à personne. » Et sur le moment, je me suis dit, il est con ce type, c'est plutôt un atout, quoi. Et 15 ans après, je dois reconnaître qu'il avait raison. C'est un problème. Je le vois bien chez les artistes dans lesquels je me reconnais et avec qui je ressens des affinités. S'affranchir des formats autorisés, transcender les genres, faire preuve d'audace, d'originalité, de maîtrise, de singularité, condamne le plus souvent à la marginalité et à l'embarras des diffuseurs. Il paraîtrait que ce n'est pas rentable. Une tendance à l'uniformisation s'est généralisée aujourd'hui dans la culture dominante qui reproduit ad nauseam les mêmes formules gagnantes, enfin j'espère, il faut croire, les mêmes schémas, en alternant les modes et les tendances, mais avec quelques constantes que je me permets d'épingler devant vous. Culture de l'insipide, du passe-partout, culte du dépouillement, de l'authenticité New Age, de la transe, superficialité, nonchalance ou déglingue forcé, et pour les incarner, un défilé d'artistes curieusement interchangeables, dont le rôle se cantonne avant tout à une posture, le rebelle, le mauvais garçon, la pute, le sympa accessible. Une des conséquences dans la chanson labellisée Nouvelle chanson française, par exemple, on assiste à un appauvrissement effarant de la langue et du vocabulaire,
et un contenu musical extrêmement pauvre, avec pour corollaire un conditionnement du public et à terme un affaiblissement de sa capacité à percevoir un message musical un tant soit peu élaboré, au-delà des 3 accords, un 4e, compliqué. Et si nous sommes devenus, comme le dit si justement Claude Semal, une colonie culturelle, nous sommes aussi colonisés par la bêtise et la médiocrité de cette culture dominante, qui envahit à coups de pognon l'espace public jusque dans les moindres interstices, rendant de plus en plus précaire et périlleux l'existence d'une culture alternative. Les pouvoirs et les services publics ne peuvent participer à cette sinistre entreprise en s'appuyant sur les mêmes critères de sélection, en ne privilégiant que quelques têtes d'affiche qui ne reflètent nullement la grande diversité de la création musicale en Belgique. Ils ne peuvent cautionner des divertissements vulgaires et bas de gamme sans donner une vraie chance à une autre culture de s'exprimer et de se développer. Il faut résister. Il faut résister à la venue d'un monde qui ressemble aux visions d'Orwell et d'Huxley. Nous devons affirmer notre créativité, notre singularité et notre diversité. Nous reconnaître, nous fédérer et s'aimer. La Belgique peut être ce lieu de résistance. Faisons-le. Revendiquons auprès des pouvoirs publics des moyens pour une expression artistique libre, audacieuse, créative, suave, sensuelle, extravagante, folle, brillante. Je vous remercie. Bonsoir. Jean-Grégoire Mekitarian, ça c'est un nom très belge. Je suis essentiellement technicien son, sonorisateur. Mais ici je ne suis pas là pour parler de mon métier, mais plutôt d'un autre aspect de la musique, peut-être moins bien connu, oublié ou même dévalorisé. Ce sont les fanfares et les harmonies de village. Ça fait une bonne vingtaine d'années que j'habite dans un petit village du Brabant wallon. Et si j'ai pu m'intégrer dans ce village avec ma famille, c'est grâce à la fanfare, la musique. Et là, j'ai découvert quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il était possible que se côtoient ensemble des gens aussi différents qu'un pompe funèbre, un boucher, un jardinier, un entrepreneur, des personnes qui travaillent dans des bureaux, des infirmiers, des infirmières, des médecins, des ingénieurs du son, des gens qui ont fait une formation musicale, académique, voire même professionnelle, et d'autres qui sont formés sur le tas et qui travaillent essentiellement à l'oreille. J'ai trouvé dans ce village aussi un formidable engouement pour cette fanfare. C'est-à-dire que cette fanfare est l'emblème du village. Elle ne participe pas seulement à ce qu'on connaît très souvent dans les fanfares, c'est-à-dire les processions religieuses ou les commémorations des anciens combattants. Elle a son existence propre. Et je dirais même qu'encore à l'heure actuelle, même si c'est très difficile à maintenir, la population se reconnaît dans sa fanfare. Elle est sa propre identité. C'est la seule association à l'intérieur du village qui est véritablement fédératrice. Or, on parle bien de fédération et d'être fédérateur ce soir, d'essayer de se trouver une identité. Mais je pense que cette petite expérience, sans tomber évidemment, heureusement nous n'y sommes pas chez nous, dans ce qu'on pourrait appeler la chasse et la pêche, je trouve que le fait qu'une population, aussi différente soit-elle, puisse accepter des personnes qui viennent de l'extérieur et se reconnaître à travers la musique, une musique tout au long d'une année, car cette fanfare rythme la vie du village, et la vie du village lui rend bien puisqu'elle l'oblige à rythmer cette vie, eh bien, je pense que ça, c'est un exemple d'un travail, je dirais, sur le terrain, qui est presque un travail de cohésion sociale, et que si on pouvait élargir cela un peu plus loin en dépassant les frontières, eh bien, ça vaudrait la peine. Nous essayons de le faire à notre niveau. On joue aussi bien dans des fanfares avoisinantes de l'autre côté de la frontière linguistique. On joue avec d'autres fanfares des villages avoisinants aussi. Eux-mêmes viennent jouer chez nous. Et je pense que ce côté-là, en faisant ça sur le terrain, eh bien moi, ça me fait penser, puisque j'en fais beaucoup, aux sonorisations que je fais dans des petits lieux et dans ces petits cabarets
où on peut mettre 50, 60 personnes, je retrouve cette même ambiance chaleureuse, cette même communion de personnes qui sont rassemblées autour d'un objet, la musique, le chanteur, l'interprète, le groupe. Et ce sont des choses qu'on ne trouve pas dans des grands festivals ou dans les grands shows télévisés qu'on essaye de nous asséner à tout bout de champ comme étant la référence.